Il s'appelle Hamdi Ibrahim bin Issa Abu al-Yaqdan. Il est né en novembre 1888 dans la ville de Grara, province de Gardeya, dans le sud de l'Algérie. Il a été surnommé Abu al-Yaqdan en l'honneur du cinquième imam officiel, Abu al-Yaqdan Mohamed bin Afla bin Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustam, car il admirait sa juste personnalité et en tant qu'homme de science, de religion et d'État, et son père était imam et prédicateur à la mosquée Grara. Abu Yaqdan a grandi comme orphelin dans une famille pauvre et religieuse. Il a hérité de son père l'amour du savoir, du travail et de la vérité. Il est entré très jeune dans le livre coranique, où il a mémorisé l'intégralité du Coran, puis il a appris les arts arabes et les sciences juridiques auprès de son professeur, Cheikh Haj Omar bin Yahya. Il était également passionné par la mémorisation d'Alfiya bin Malik, le texte de la doctrine du monothéisme et le texte des 40 textes Nawawi. En raison de sa pauvreté, il fut contraint de travailler dans l'agriculture pour aider sa mère à subvenir à ses besoins. Puis, en 1904, il se rendit à Batna pour travailler comme ouvrier dans un magasin pour aider sa famille, mais il quitta bientôt son travail. En 1909, Abu Yaqdan voyagea pour accomplir le Hajj et en même temps le savoir qu'il obtint auprès des cheikhs de la mosquée du prophète. Son séjour ne dura pas longtemps, car il entra en Algérie en se faisant passer pour un étranger, craignant punition des autorités coloniales qui ne lui ont pas accordé de visa de sortie du pays. Cette personnalité algérienne distinguée, dont nous sommes fiers, a refusé de poursuivre ses études alors qu'il voyageait en Tunisie, notamment à l'école Khaldouniya, puis à l'université de Zitouna, qui y encadra des étudiants marocains de 1913 à 1915. Ensuite, notre cheikh Abu Yaqdan est retourné dans la municipalité de Grara et est devenu directeur d'une nouvelle école dans la région, où il a dirigé avec sincérité et dévouement et de manière moderne, en introduisant de nouvelles matières telles que l'arithmétique. Il créa également plus tard un institut d'enseignement de la langue arabe, dont de nombreux écrivains et poètes furent diplômés. À son retour en Tunisie, il a commencé à publier des poèmes et des articles religieux et littéraires. Il a également rejoint le Parti constitutionnel tunisien, fondé par Abdelaziz Al-Talabi. La chose la plus importante qui distinguait ce personnage était son amour et sa fierté pour sa religion, sa langue et son amour pour sa patrie. C'est pourquoi il a combattu tout ce qui affectait ses composantes, en particulier les campagnes missionnaires lancées par les hommes d'Église pour éliminer la religion islamique et répandre le christianisme. Profiter des conditions environnementales que connaissaient les Algériens, notamment la pauvreté, la faim et le dénuement, en leur distribuant de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Le but était de les attirer vers le christianisme, ce qui était l'un des objectifs de l'organisation. L'occupation. Abu Yaqdan avait l'habitude d'écrire des articles exposant le but de ces gens et leurs dangers pour les composantes de la nation, et c'est ce qui inquiétait ces gens. Alors ils ont cherché à arrêter son journal, comme si arrêter le journal était un acte de répression du message réformateur d'Abu Yaqdan. Il a également été soumis à de nombreux harcèlements et interrogatoires de la part des services de renseignement français pour le pousser à abandonner cette approche, mais c'était loin d'être le cas, car chaque fois qu'il publiait un nouveau journal en publiait un des plus éminents d'entre eux. Le journal Wadi Mizab, publié en 1926 dans la capitale, paraissait tous les vendredis, car il était imprimé en Tunisie en raison des difficultés rencontrées par Abu al-Yaqdan lors du processus d'impression. Ce journal contenait des articles tranchants abordant l'injustice et la tyrannie de la population, le colonialisme, en dénonçant les méthodes coloniales destructrices et en exigeant que le peuple adhère aux composantes de la personnalité arabo-islamique. C'est ce qui a inquiété les autorités coloniales, qui ont arrêté sa publication, mais cela n'a pas découragé le leader d'Abu al-Yaqdan, qui aimait son pays, sa religion et sa langue. Chaque fois que les autorités arrêtaient un journal, il ne se lassait pas et ne désespérait pas, car il croyait en sa cause et en son juste message. Il en publiait beaucoup, qui portaient tous les mêmes sujets pour la défendre nations ancrées dans l'histoire parmi ses journaux. Mizab, Al-Maghrib, Al-Nour, Al-Bustan, Al-Umma et Al-Furqan. Tous ces journaux contenaient divers sujets et articles dont beaucoup provenaient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, et même de la part de ses ennemis, considérés comme une menace pour le rôle de la presse dans l'éducation de la nation sur les dangers du colonialisme. Soulignant sa fixation sur la terre, la religion et la langue, c'était pendant son parcours djihadiste sous la plume, qui a duré plus de 13 ans, avec tout l'argent et les efforts qu'il a eus pour débarrasser son pays des crocs d'un colonialisme féroce qui a effacé sur le chemin vert et sec des journaux. En 1931, il fonda la presse arabe et fut le premier Algérien à établir une imprimerie moderne dans son pays natal. L'Algérie la nouveauté est qu'il rejoignit l'Association des savants musulmans algériens, où il fut élu en 1934 comme président, membre de son conseil d'administration, où il a publié de nombreux articles dans les journaux de l'association, notamment Al-Farouk et Iqdam. Il s'est consacré à l'écriture après son interruption du journalisme, laissant plus de 60 livres et lettres à la bibliothèque arabe et islamique, en plus d'articles, de poèmes et de mémoires. Parmi ses œuvres les plus importantes figurent Diwan d'Abu Yaqdan,
Révélation de conscience dans la collection d'Abu Yaqadhan. Guider les confus. Interprétation du Saint-Coran. L'échelle de l'intégrité. Ouvrir les fenêtres du Coran. L'islam et le système des mosquées dans la vallée du Mizab. En raison des calamités et du harcèlement auquel il fut exposé, il souffrit subitement de paraplégie le 3 avril 1957. Cependant, même si son corps le paralysait, sa plume resta inébranlable face à ce colonialisme brutal jusqu'à sa mort en 1973. Ainsi, le nom de ce grand homme a été gravé en lettres d'or et dans les pages de l'histoire algérienne. Parmi les témoignages de son enquête figure celui d'Ahmed Taoufik Al-Madian, dans lequel il a déclaré qu'il était un résistant qui a résisté à l'épilepsie du colonialisme, mais qui n'a pas été vaincu par le colonialisme, la lutte journalistique et intellectuelle.